Alors, je vous montre le plus grand chef-d'œuvre peut-être que l'on a de Titien, nous, en France, c'est-à-dire le concert champêtre. On l'a déjà vu un petit peu dans l'introduction, mais je veux y revenir parce que c'est vraiment un passage très important pour nous et aussi pour voir l'évolution du peintre. Parce que c'est un tableau de jeunesse, un tableau de 1509. On pense que Titien est né vers 1500, 1488-90. On ne sait pas exactement la date de naissance, mais ce tableau est vraiment considéré comme l'un des premiers. Et il appartient à ce groupe de peintures dont on a parlé avec Giorgione, c'est-à-dire des peintures un peu énigmatiques, des peintures dont les sujets encore nous échappent, puisqu'on n'a pas les clés vraiment culturelles pour les comprendre. Mais ce sont des tableaux qui, comme La Tempête, exercent une fascination sur le public encore aujourd'hui et qui donc, au-delà vraiment du véritable sens qu'il pouvait y avoir à cette peinture, elle a un très fort potentiel, un très fort pouvoir au niveau pictural, au niveau artistique. Alors, je vais quand même essayer de lire avec vous ce tableau et d'en décrypter un petit peu les significations. Alors, nous avons devant nous un paysage de la terre ferme vénitienne, de la campagne vénitienne, avec au premier plan donc des personnages qui sont assez curieux. L'assemblage de ces personnages est assez curieux, puisqu'on a deux hommes au centre qui sont vêtus. L'un joue du luth, il est habillé très richement comme un aristocrate. On reconnaît, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces chausses bicolores qu'on avait vues aussi dans La Tempête de Giorgione. Donc c'est la Compagnia della Calza, ce sont ces aristocrates vénitiens qui se dédiaient à l'art du spectacle comme hobby, si vous voulez. Donc un aristocrate. À côté de lui, nous n'avons pas un aristocrate, nous avons un personnage qui est très mal coiffé, vous voyez ses cheveux ébouriffés, il a un habit qui est très simple, on a vraiment le contraste entre ce rouge magnifique de l'habit de l'aristocrate et ce marron très sobre que porte ce personnage. Et on a de chaque côté deux femmes avec lesquelles il n'y a aucune interaction, deux femmes qui sont vêtues comme des déesses antiques et qui n'ont rien à voir donc avec des femmes, des Vénitiennes que l'on pourrait voir et qui pourraient être les compagnes de ces deux personnages. Le thème principal, c'est clairement la musique, puisque on le voit bien, la jeune femme ici a une flûte dans la main, l'aristocrate a un luth entre les mains, il est en train de jouer, et l'autre est en train de le regarder. Donc c'est un concert champêtre, comme on l'a appelé, mais le fait de dire que c'est un concert ne nous suffit pas, parce que ça ne nous explique pas vraiment pourquoi est-ce qu'il y a ces femmes nues à côté de ces hommes habillés. Alors en fait, il y a plusieurs clés interprétatives, mais il semble que ici, le peintre a voulu montrer deux mondes qui s'opposent. Un monde qui est relatif à la campagne, au berger, vous voyez qu'il y a un berger ici dans le fond. Cet homme très simple est un homme qui est issu d'un milieu populaire, vraisemblablement lui aussi un berger. Donc on pourrait couper, si vous voulez, ici le tableau vraiment en son milieu, avec d'un côté le monde relatif à la campagne, au peuple, et de l'autre côté un monde qui est relatif à l'aristocratie, avec une muse, je l'ai dit, une femme nue qui tient donc une carafe d'eau et qui verse de l'eau dans cette espèce de sarcophage, cette espèce de puits, on ne comprend pas très bien ce que c'est, elle ne les regarde pas. Alors, les deux femmes nues ont été interprétées comme les muses qui donnent de l'inspiration à ces musiciens. Les musiciens donc représentent deux mondes, la musique plus noble et la musique relative au peuple, relative à la musique des bergers. D'ailleurs, vous voyez que cette flûte qui est tenue par la muse, c'est un instrument qui est plus populaire à l'époque, alors que le luth est considéré comme l'instrument qui crée l'harmonie. Donc un instrument l'on voit souvent dans les peintures entre les mains des anges, par exemple. Alors je vais vous montrer quelques images pour voir un petit peu en détail, de plus près. Alors vous voyez cette belle femme donc, qui ressemble à une statue antique. Vous voyez mieux ici la carafe d'eau. Elle verse de l'eau dans cette espèce de vasque d'eau. Elle ressemble, là on doit aller chercher un petit peu des symboles pour qu'est-ce que ça peut représenter une figure comme ça. Eh bien ça ressemble beaucoup
à l'image de la tempérance, un concept, ça s'appelle une allégorie, c'est-à-dire comment, par l'image, représenter une idée, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment représenter matériellement, eh bien on utilise une allégorie. Alors vous voyez la tempérance, ça c'est une carte du tarot qu'on trouve encore aujourd'hui. Et puis on a un autre exemple à Florence avec ce peintre Piero del Polaiolo qui montre cette allégorie de la tempérance avec une jeune femme qui verse de l'eau, elle aussi, dans un vase. Donc on a une information en plus. Il s'agit d'une muse qui tempère donc ces deux mondes, ces deux musiques différentes. Elle crée l'harmonie entre une musique noble et une musique qui l'est moins. Ici, nous avons un détail donc de l'aristocrate dont je vous parlais. Et pour nous donner une confirmation de ce qu'on a dit, je vais vous parler du luth, le luth qui donc est souvent représenté dans la peinture sacrée, comme ici, avec, peut-être vous vous en souvenez, de Giovanni Bellini, avec ces magnifiques anges dans le retable de Saint-Job, où vous voyez, les anges ont tous des instruments à cordes, car les instruments à cordes étaient représentés comme étaient considérés comme des instruments plus nobles que ceux comme la flûte, des instruments à vent, et donc ils étaient aptes à représenter la musique céleste. Donc on a ces deux mondes, ces deux types de musique qui ne s'opposent pas, puisqu'ils sont, grâce à la muse qui tempère les deux, ils sont en harmonie. Il y a un petit détail tout au fond, dans le fond du paysage, c'est ce petit berger avec son troupeau. Et ça, c'est un thème qui prend vraiment de l'importance à cette époque à Venise. Là, je vous montre à gauche, vous avez deux images de berger assoupi, de berger et son troupeau, immergés dans des très beaux paysages. Il s'agit d'un autre peintre, mais il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de gravures, surtout sur ce thème. Alors, pourquoi est-ce que le thème du berger s'affirme comme ça à Venise? Parce que au niveau littéraire, il y a une reprise du thème de la pastorale. La pastorale, qui est donc cette description d'un monde idéal où les hommes et la nature vivaient en harmonie, peuplés de bergers et de nymphes. Et à Venise, justement, est publié dans ces années-là ce qui va être un best-seller. C'est un livre qui s'appelle L'Arcadie, d'un poète napolitain, Sannazaro, qui va donc avoir beaucoup de succès. Donc on va trouver en peinture une illustration de ce rêve perdu d'un âge d'or de l'homme, une campagne qui serait idyllique, une campagne dans laquelle règne l'harmonie. Donc ça, cette idée d'harmonie, évidemment, est très bien représentée par la musique, par l'idée de cette musique qui trouverait comme ça une entente entre les différentes couches de la population, en somme. Et à propos de la flûte, je vous montre aussi cette gravure. Je vous ai dit qu'au XVIe siècle, il y a une profusion de traités qui vont être publiés sur tous les thèmes possibles. Alors c'est valable pour les sciences, mais c'est valable aussi pour la littérature, pour la musique aussi, puisque vous voyez ici un manuel, en fait, vous voyez, un manuel pour apprendre à jouer de la flûte. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à cette époque, au Moyen-Âge, la musique était très souvent l'apanage de la musique sacrée, de la musique religieuse. Et c'est à la Renaissance que la musique va un peu se laïciser, qu'il va y avoir un grand développement de la musique profane, et grâce à l'aide de ces traités, justement, et donc une espèce de réévaluation positive de toute une série d'instruments qui n'étaient pas du tout acceptés par la musique religieuse, comme la flûte, par exemple. Donc, on a peut-être dans cette peinture de Titien toute une réflexion autour de cette révolution musicale qui a lieu à ce début du XVIe siècle grâce aux traités, grâce à la pratique que font les hommes en général, les laïcs, les peintres même, puisque tous les peintres dont on a parlé, et Tintoret aussi dont on parlera, étaient aussi musiciens. Vous le savez peut-être, Léonard de Vinci aussi était un musicien, il est allé
Milan parce que, tout d'abord, en tant que musicien. Donc, il y a une véritable révolution musicale en acte à l'intérieur de ce tableau, outre, bien sûr, l'évocation idyllique de ce paysage et de cette harmonie. Je vous montre ça parce qu'on en a parlé la semaine dernière, de la tempête. Évidemment, ici, il y a vraiment un style vénitien vraiment qui s'affirme avec ces paysages idylliques et l'usage, bien sûr, on en a parlé, du tonalisme, donc la capacité des peintres à créer des formes en se basant uniquement sur la couleur et sur l'usage de la peinture à l'huile, donc des formes qui se dissolvent les unes dans les autres et qui créent comme ça cette douceur des lignes, cette douceur de la peinture qui réussit à nous donner vraiment une atmosphère. C'est peut-être ça la grande particularité de ce paysage vénitien. Les Flamands aussi font des paysages, les Florentins aussi, ils en font, mais il n'y a pas la véritable atmosphère que l'on peut trouver dans la peinture vénitienne, qui est donnée aussi par cet usage de la lumière dorée, que l'on voit très bien ici.